Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3 qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Le Gabon est-il un état de droit? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir au regard de la situation actuelle prévalente dans ce pays, les récentes manifestations, les différentes revendications politico-sociales et les multiples grèves. Nous avons décidé de nous intéresser au Gabon afin de nous apaisantir sur l'existence de l'état de droit dans cette nation. Justement, pour en débattre, nous avons convié un représentant de la jeunesse du parti au pouvoir, donc le Parti démocratique gabonais, et un autre représentant de l'opposition radicale, donc le Front uni de l'opposition pour l'alternance. Alors, à ma gauche, monsieur Issam Thierry, qui est justement le représentant de la jeunesse du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, monsieur Marcel Biko Moussavou, qui est le représentant de l'opposition, donc du Front uni de l'opposition pour l'alternance. Représentant le coordinateur national des jeunes. Ah, le coordinateur en plus. Représentant le coordinateur. Ah, représentant le coordinateur. Ok, nous en sommes ravis. Merci d'avoir accepté notre invitation. À chaud, messieurs, tout de suite, votre point de vue, le Gabon est-il un état de droit? Bien. Avant de parler de l'état de droit, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une petite définition, mais vraiment courte de ce qu'on appelle l'état de droit. Un état de droit, c'est l'organisation harmonieuse, n'est-ce pas, comme ça, de la vie en société. La vie en société. Et cette organisation, c'est l'État. L'État, ce qu'on appelle l'État, qui est le groupuscule des personnes qu'on met à la tête d'une république pour représenter l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire, l'État, c'est vous, c'est moi. C'est nous tous ici dans cette salle. Mais, comme nous tous ne pouvons pas aller, n'est-ce pas, comme ça, gérer les choses, on désigne des représentants qui vont être là pour repartir, n'est-ce pas, les richesses à toute la population. Alors, je reviens à vous, très rapidement, brièvement. Le Gabon est-il un état de droit? Moi, je l'affirme totalement, que le Gabon est un état de droit. Oui. Pourquoi? Parce que l'état de droit repose sur des règles constitutionnelles. Et tout à l'heure, vous avez pu suivre ce qu'a dit le représentant de l'opposition. Il a parlé du mode de désignation. L'état de droit repose sur le pouvoir des représentants qui sont élus légalement par les populations. Dans l'état de droit, vous avez d'abord l'État. Il faut tenter de donner une définition sommaire de l'État. L'État, c'est trois éléments constitutifs. Vous avez la population, vous avez le territoire, le réceptacle de la puissance publique. Ensuite, vous avez la puissance publique. Ça, c'est l'État. Maintenant, le droit, c'est quoi? Le droit, c'est un ensemble de normes juridiques qui permettent d'organiser une société, comme il a dit. Donc, le Gabon est un état de droit. Pourquoi? Parce que les dirigeants qui sont à la tête de l'État ont bel et bien été désignés par les populations. L'état de droit repose sur, comme je vous le disais, c'est un concept juridique qui repose sur le respect de la norme. L'état de droit au Gabon est bel et bien présent. Nous pouvons le constater par le principe de la séparation de pouvoir qui a été énoncé par Montesquieu. Nous allons revenir là-dessus, juste le temps de rappeler que nous aurons au cours de cette émission, nous parlerons justement des événements du 20 décembre 2014, nous parlerons des problèmes qui minent l'université Omar Bongo avec l'arrestation puis la libération des responsables de la mutuelle, la fermeture du campus universitaire, et nous terminerons avec le décryptage du discours du Nouvel An du président Ali Bongo Ondimba. Alors tout de suite, comme ça, nous allons peut-être suivre cet élément, messieurs, et essayer de comprendre au regard de tout ce qui se dira réellement, on va dire, nous allons le comprendre là tout de suite. Juste le temps à la technique de faire son travail. Alors les manifestations du 20 décembre 2014, dernier à Libreville au Gabon, une manifestation organisée par l'opposition gabonaise a été dispersée par la police. L'opposition qui avait demandé au préalable l'autorisation au ministère de l'Intérieur s'est vue refuser cet accord à 24 heures de l'événement. Une situation qui a entraîné des heurts au sein de la capitale gabonaise. Le bilan officiel fait état d'un mort selon le pouvoir en place et de 6 morts d'après l'opposition. Je vous propose de suivre ce reportage de Willy Tonangoy de Bambera. Voiture incendiée, station d'essence mise à feu, tir de lacrymogène par la police. Au finish, un mort,
Tel est le bilan officiel des affrontements qui ont eu lieu samedi dernier à Libreville. Tout commence quand le Front Uni, le principal parti d'opposition de ce pays, adresse une demande au ministère de l'Intérieur pour obtenir le droit d'organiser une marche pacifique selon ses termes. La demande, dans un premier temps, est acceptée, puis annulée au dernier moment par le même ministère pour des raisons de sécurité, selon les dires de Sidonie Fleur Oué, procureur de la République. Les responsables du Front Uni, qui voient dans cette dernière décision un manque de considération à leur égard, restent sur leur position et maintiennent la marche, d'où l'interposition des forces de l'ordre. Les affrontements qui ont duré tout l'après-midi dans différents quartiers de la capitale gabonaise se sont achevés vers 20h, heure locale, avec des arrestations de plusieurs manifestants. Pour ce qui est de la victime, un jeune Gabonais de 30 ans environ, une enquête est ouverte pour déterminer les causes de son décès. Abdoulaye Batili, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, condamne ces violences et exprime son profond regret à la suite de ce décès. Il rappelle la nécessité d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Alors je rappelle que c'était le reportage de mon confrère Willy Tonangoy de Bambera sur la manifestation, sinon les manifestations du 20 décembre dernier à Libreville. Oui, tout de suite, que vous inspirent ces manifestations? Est-ce que c'est encore une preuve de la dictature ou de l'autoritarisme qui prévaut dans ce pays? C'est la résultante justement de ce que l'on qualifie aujourd'hui d'État dictatorial. C'est la conséquence de ce qui arrive lorsque un pouvoir n'écoute pas son peuple. C'est la résultante, c'est la conséquence même encore, dirais-je, de la violation, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les droits humains et les droits de l'homme. Et pour enchérir dans cet élément, je dirais de facto tout de suite que la manifestation du 20 décembre n'a jamais été interdite. Oui. La manifestation du 20 décembre n'a jamais été interdite. Mais le ministère de l'Intérieur... Pourquoi? Parce que, d'abord, la Constitution, que prévoit la Constitution? La Constitution demande, lorsque les citoyens veulent se réunir quelque part, demande que les auteurs de cette manifestation puissent informer à l'autorité de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur. Et ce qui a été fait. Oui. C'est cette autorité de tutelle qui prend des mesures de sécurité pour encadrer la manifestation en question. Chose qui a été faite, bien évidemment. Et en cas de refus, il est la loi, les textes prévoient que l'autorité compétente doit envoyer une information écrite, n'est-ce pas? Doit remettre à l'auteur un élément écrit qui dit que face à votre manifestation, le ministère juge qu'elle ne peut pas se tenir parce qu'il y a des éléments, et les éléments juridiques qui amènent à l'interdiction d'une manifestation sont clairement identifiés dans la loi. C'est-à-dire la présence d'éléments dangereux, la présence de personnes indésirables, toute une panoplie d'éléments qui amènent... Or, c'était une manifestation pacifique qui est démentie par le parti au pouvoir, c'est ça? Moi, je dis que ce n'était pas une manifestation pacifique. Expliquez-vous. Ce n'était pas une manifestation pacifique. Pourquoi? Tout à l'heure, vous nous avez posé la question de savoir si le Gabon était un état de droit. Oui. Je vous ai dit que le principe de l'état de droit repose sur le respect des règles constitutionnelles. Et le ministère de l'Intérieur est chargé de veiller justement à la sécurité des biens et des personnes. Tout à l'heure, il a bien dit que l'opposition devait envoyer un document auprès du ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur devait apprécier, le ministère appréciait que le lieu n'était pas indiqué, le temps également. Mais à 24 heures de l'événement, est-ce que... Peu importe, il y a eu des signaux. On a pu regarder le reportage, on voit bien qu'il y avait des signaux qui prouvaient la dangerosité de l'organisation de cette marche. Pour la simple raison que vous pouvez aller sur le net, vous avez les responsables politiques qui ont instrumentalisé ces jeunes-là, qui appellent à l'insurrection. Mais des informations, voilà. Des arguments sur lesquels le pouvoir s'appuie aujourd'hui pour justifier l'interdiction de cette marche sont des justificatifs fallacieux. Parce que
ça ne s'appuie sur aucun élément palpable. Nous ne pouvons justifier du fait que notre manifestation prévue ce jour-là était bel et bien pacifique. Mais sur la base de quoi a-t-on découvert la présence d'armes blanches à Rio avec des individus appartenant au front? Non. A-t-on détecté la présence d'armes lourdes ce jour-là sur le lieu? Non. C'est sur des informations fallacieuses, n'est-ce pas, et concoctées de toutes parts pour vouloir justifier une posture dictatoriale qui a été prise ce jour-là. C'est une violation des droits, de la liberté à la personne, aux personnes de se réunir, de manifester et de crier leur colère. N'est-ce pas? Crier et manifester leur colère. Bien sûr. Donc c'était un droit pacifique. Légalement reconnu par l'État. Lorsque les populations sont marginalisées, lorsque les populations sont se sentent lésées dans leurs droits, oui. Ils ont le droit de manifester et cela dans les règles prévues par la loi. Justement, les règles prévues par la loi et ce sont des textes de loi qui donnent cette possibilité-là aux citoyens de manifester quand ils sentent que ces droits sont lésés. Mais est-ce que le parti au pouvoir, en interdisant quand même cette marche à 24 heures, ne s'attendait pas à ces événements-là, cette répercussion négative qu'il y a eu après? Est-ce que ça n'a pas été suscité par cette décision? Non, un peu tardive d'ailleurs. Non, la décision, je ne pense pas que c'est le fait que c'est une décision qui est tombée de manière tardive, qui est à l'origine même, qui est à l'origine de ces pillages. Est-ce que vous voulez nous dire qu'ils sont habitués à le faire? Je vous dis que nous partons de la période de 1990 jusqu'en 2014, ça fait 24 ans d'apprentissage démocratique. La jeunesse n'est pas restée la même. Il y a des jeunes à l'heure actuelle qui sont oisifs, qui n'attendent que les moindres occasions pour pouvoir faire des saccages. Ils sont au sein de vous avez bien vu au travers de l'image qui a été diffusée que c'est comme si ces jeunes n'attendaient que cela. Et même dans les quartiers, les gens étaient en train de dire qu'on va faire un Ouagadougou 2. Donc les jeunes Gabonais ne sont pas conscients il y a des leur pays au point il y a des jeunes, c'est ça? Qui ne sont pas conscients. Et aujourd'hui, c'est regrettable parce que certains de ces jeunes-là, et qui ont pensé que les Gabon n'étaient pas un état de droit, sont bel et bien en prison. Et c'est normal. Et c'est normal, parce qu'ils ont occasionné des destructions des biens. Et lorsque vous occasionnez des destructions des biens, eh bien, il y a le code pénal qui permet de réprimer cela. Monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais également dire, à l'endroit de nos compatriotes qui nous suivent, que l'état de droit, j'insiste, repose sur le respect des règles. Et c'est ce qui n'a pas été fait par l'opposition. C'est ce qui n'a pas été fait par l'opposition. Le pouvoir en place vous interdit d'organiser une manifestation. À 24 vous heures. avez des voies de recours, peu importe l'heure, mais vous avez des voies de recours. Il s'agit de respecter la loi. Or, ces gens-là se sont entêtés, malgré le dispositif sécuritaire que le ministère de l'Intérieur a mis en place pour pouvoir sécuriser les biens et les personnes, ils sont passés outre. Parce que certains sont des anarchistes. Mais il s'agit de respecter la loi, comme vous venez de le dire. Cette loi-là qui, on va dire, ces personnes qui représentent justement ces institutions sont quand même du parti au pouvoir, dans votre parti. Et en face, on avait l'opposition qui voulait manifester. Est-ce que là encore, ce n'est pas une forme de réduire la liberté même d'expression de ces citoyens? Ce n'est pas encore une démonstration du pouvoir en place? Mais quand l'on parle de respect d'état de droit, oui. Ce n'est pas un vain mot. Il y a des manifestations, des mécanismes qui démontrent que cet État est un État de droit. Et qui sont ceux qui sont en première ligne, sont en même de montrer le bel exemple du respect de la loi. C'est l'État qui est le garant de la loi et des institutions. L'État, donc le pouvoir constitué, n'est-ce pas, légitimement constitué et légalement constitué, qui est là le garant de la Constitution et qui veille à ce que la loi soit respectée. Il ne faut pas, lorsque la loi vous profite, trouver des arguments pour arranger, n'est-ce pas, la situation en votre faveur. Et que lorsque la loi est contre vous, vous trouvez des subterfuges, des fuites en avant, parce que vous êtes coincé. Non, l'État se doit de respecter la loi, rien que la loi. Lorsque la manifestation, la loi dit, lorsqu'une manifestation doit être interdite
pour des raisons quelconques bien énumérées dans la loi, dans la Constitution, elle doit se faire par écrit. Et ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Le ministère de l'Intérieur n'est pas à même aujourd'hui de vous brandir un document écrit qui interdit cette marche. D'interdire cette marche. Oui. La loi, l'administration n'est pas verbale, elle est écrite. Et là déjà il y a une violation. Voilà, qui plus est, une haute institution, n'est-ce pas, comme le ministère de l'Intérieur, qui est censé réguler la loi, n'est-ce pas, et encadrer, protéger, encadrer et veiller sur tous les citoyens. Ok, je m'en tiens aux mots de Marcel Bicot. Mais la lettre n'existe pas. Il n'y a pas eu de... Je demande à mon ami en face de me présenter l'exemplaire ou la copie de cette lettre où c'est stipulé la manifestation du 20 décembre est interdite. Alors vous comprenez que le parti au pouvoir n'a pas réellement été légalement normal. On va le dire comme ça, puisque vous interdisez une marche, mais vous ne présentez pas un document qui montre l'interdiction de cette marche, finalement. Je vous dis que cette marche a été interdite pour des raisons bien précises. Où sont les éléments palpables? Où sont les éléments palpables? Tout à l'heure, vous avez parlé... Moi, je veux des éléments palpables. Monsieur, vous voulez bien je veux des éléments palpables. Je veux des éléments palpables. Il a la parole. Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Moi, j'ai la parole. Vous me laissez poursuivre. On vous écoute. Ici, il ne s'agit pas d'avancer des concepts théoriques. Il ne faut pas théoriser. Mais c'est vous qui théorisez, avancer des concepts juridiques. Oui. Le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui donne l'accord préalable pour l'organisation d'une manifestation. Un accord verbal. Le ministre, vous savez qu'il y a des accords verbaux, il y a des accords écrits. Mais non. Ce sont des actes juridiques. Non. Et je pense que ce jour-là, il y a eu même des informations qui passaient au niveau de nos chaînes de télévision qui demandaient que cette marche-là ne devait pas avoir lieu. Tout simplement parce que pour qu'une marche s'organise, il faut que la marche respecte l'ordre public. Que cette marche-là n'ait pas de personnes qui vont piller, qui vont saccager. Or là, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Nous allons, je sais que le débat est passionnant, mais essayons un peu de dépassionner le débat. Je respecte vos différentes sensibilités. Alors nous allons continuer quand même, nous allons avancer parce que nous devons respecter un temps bien défini pour cette émission. Alors nous allons évoquer la deuxième partie de l'émission qui est en rapport avec les problèmes de l'université Omar Bongo, une institution dans laquelle on retrouve une grande partie de la jeunesse gabonaise. Alors, la jeunesse est de plus en plus impliquée dans de nombreuses manifestations au Gabon et l'université Omar Bongo demeure l'épicentre de ces nombreux événements. En décembre dernier, des responsables de la mutuelle ont été arrêtés puis libérés. Des voitures ont subi des actes de vandalisme. Un amphithéâtre a été brûlé avec pour conséquence la fermeture du campus universitaire et l'expulsion de ses résidents. Tels sont en substance les récents événements qui ont secoué la première université du Gabon. Aujourd'hui, que ressent cette partie de la jeunesse gabonaise face aux problèmes qui minent son quotidien? La réponse dans ce micro-trottoir réalisé au sein de cette institution. Bien, je dirais que mon point de vue par rapport à la fermeture du campus est très discutable d'abord d'une part parce que les autorités devraient avertir ou donner un délai aux résidents du campus. Sachant bien que nous sommes en capitale, la capitale du pays. Beaucoup d'étudiants n'ont pas de parents ici à Libreville. Donc si les autorités auraient au moins donné un préavis ou un délai, je pense que les étudiants résidents au campus devraient s'y prendre à temps. Donc, voyez-vous, beaucoup sont, certains, dans la rue, beaucoup sont retournés chez eux en province, ils ne sont pas encore revenus parce que pour revenir à Libreville, il faudrait avoir assez de moyens pour trouver un local où habiter, sachant bien que c'est très difficile. Bien, d'autre part, comme vous pouvez le constater vous-même, il y a des travaux, il y a un réaménagement, il y a un réaménagement au campus. Sûrement, ils n'ont pas voulu aussi dire aux étudiants que bon, on va faire le réaménagement au campus, sachant bien que si cela avait été dit, ça devait encore causer beaucoup d'encre et de salive. Donc le point de vue est discutable. D'une part, c'est bien, mais d'autre part,
c'est pour le réaménagement du campus. Je pense que dans le cas où chaque être humain a droit à la présomption d'innocence, il ne devait pas être arrêté parce que le doute subsiste encore. Donc le fait qu'ils aient été arrêtés sans motif valable et sans preuve vraiment montre que l'état de droit vraiment n'est pas respecté au Gabon. Et du fait qu'ils soient relaxés sans payer des dommages et intérêts, vraiment prouve que vraiment la loi n'est pas respectée au Gabon et que chaque être humain a droit à la liberté d'expression. La fermeture du campus, déjà, nous avons été surpris, les étudiants, de voir que le campus a été fermé. Après la lecture faite par le secrétaire général adjoint de l'université, nous étions tous surpris. Déjà, premièrement, faire le constat ou faire remarquer qu'il n'appartient pas à l'autorité rectorale de demander aux étudiants de libérer le campus. Cette question de résidence est gérée par le CENU. Donc, c'était au directeur général du CENU de prendre ses responsabilités. Et plus loin, curieusement, il se trouve qu'on a remis de l'argent à un groupuscule d'étudiants pour pouvoir dispatcher à tout un chacun, notamment les résidents, une somme de 50 000 francs par tête. Nous nous posons la question de savoir est-ce que ce groupuscule avait le pouvoir de dispatcher cet argent qui fait l'objet de problèmes. Plus que d'aucuns pensent qu'il y a eu une bagatelle somme qui est restée et qui a été empochée par ceux qui ont initié le paiement des chambres. Alors, merci d'être toujours des nôtres. Vous venez de regarder avec moi ce micro-trottoir qui a été fait, sinon où on a recueilli ces différents points de vue au niveau de l'université Omar Bongo. Tout de suite, on s'interroge, les étudiants ne sont pas d'accord, des arrestations des responsables des mutuelles, puis les libérations, les étudiants ne sont pas d'accord de la fermeture et de l'expulsion des étudiants du campus universitaire. À chaud, comme ça, est-ce là, par rapport aux déclarations, est-ce une preuve d'instrumentalisation de ces étudiants-là, ou encore c'est la confirmation que le pouvoir en place est vraiment dictateur ou autoritaire, et etc. Nous vous écoutons, monsieur. Le pouvoir en place n'est pas un pouvoir dictatorial. Ceux qui pensent que c'est un pouvoir dictatorial ne savent pas ce que c'est que le respect des règles de droit. Le pouvoir en place n'agit qu'en respectant la loi. Le cas de l'université, par exemple, la fermeture de l'université, elle s'est faite pourquoi? Elle s'est faite quand? Pour quelles raisons? Insécurité. Voilà, pour des raisons de sécurité. Hein? Mais est-ce que c'est une raison valable? On a bien vu que les étudiants ont brûlé un amphi. Oui. Ils ont détruit ce qui leur permet de pouvoir mener à bien leurs études. C'est de la revendication. La revendication ne doit pas consister à détruire ce que nous avons mis du temps à bâtir. Mais si vous parlez, on ne vous écoute pas, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous parlez et qu'on ne vous écoute pas, je vous dis, il y a des voies de recours. Il faut connaître ces voies de recours-là. Par exemple? Il y a des voies de recours qui existent. Moi, j'étais dans cette université, je sais comment cela se passe. Et les étudiants de l'université ont toujours été instrumentalisés. Et vous le confirmez? Je le confirme, pour la simple raison qu'avant la manifestation du 20, nous avons pu voir un membre de l'Union nationale dans cette université en train de faire un meeting. Et c'est passé même sur les chaînes de télévision, alors qu'il y a des franchises universitaires qui doivent permettre de ne pas instrumentaliser cette couche de population qui est à l'intérieur de l'université. Un membre du Front National en train de faire un meeting, monsieur Marcel Bicot. Madame Dina Poussou, un étudiant, c'est d'abord un citoyen. Oui. D'accord. Qui a des droits et devoirs. Qui a des droits et des devoirs. Avant d'être étudiant, on est compatriote et dont on a le droit d'avoir des opinions politiques, soit-il. Vous avez été étudiant à l'université, vous? Il a la parole, monsieur Essam Thierry. C'est moi qui ai la parole. Vous et donc, je refuse que l'on me parle d'instrumentalisation de ce que je qualifierais d'élite. Parce que pour la petite histoire et pour l'exemple patent, la plupart de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui dirigent ce pays, ont été dans ces universités-là. La plupart. Et que ces mêmes ont laissé ces problèmes et qu'ils ont revendiqué les mêmes problèmes à leur époque. Donc, au nom de la revendication estudiantine, on a le droit de brûler un amphithéâtre? Non, madame. C'est que la situation de l'UOB devient ce qu'on appelle catastrophique. C'est une situation qui a
trop duré. Elle a même perduré. Et donc, il y a aujourd'hui comme ce qu'on appelle un ras-le-bol. Vous savez ce qui amène les animaux souvent à se battre? C'est parce que les animaux ne raisonnent pas. Ils ne dialoguent pas. Vous comprenez? C'est pourquoi les animaux, quand ils se croisent, ils font la bagarre. Et c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui entre les citoyens gabonais en général et le pouvoir en place. C'est parce que le pouvoir en place est friand au dialogue, ne sait pas dialoguer ou ne veut pas dialoguer. Le pouvoir en place, parce qu'il pense avoir la force publique qui permet de réprimer simplement. Et alors, lorsque vous lancez dans la violence, mais vous trouvez... récoltez la violence. Vous récoltez la violence, le pouvoir en place ne sait pas dialoguer, vous arrêtez des étudiants, puis vous les libérez à votre guise. Ajoutez à cela, vous expulsez des résidents, des citoyens gabonais, il faut le dire, sans mesure d'accompagnement. Est-ce que là encore, vous allez dire que votre parti est conforme aux normes? Notre parti est conforme aux normes. J'insiste. Mais vous le dites sur quelle base? Le concret est là, vous chassez des étudiants ou vous... Je vous ai dit qu'on n'a pas chassé des étudiants pour une raison concrète. On a chassé ces étudiants parce qu'ils se sont caractérisés par des actes de vandalisme. Vous avez à l'intérieur de cette université, je vous l'ai dit, des étudiants qui sont instrumentalisés. Vous avez des étudiants qui ont 40 ans en première année. Est-ce que vous pouvez arrêter un temps soit peu de manquer de respect ou de faire un jeu? Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes en train de parler des phénomènes de l'université. Dieu seul sait si vous avez mis pied dans ce temple de savoir. Moi, je suis mieux placé pour parler des problèmes de l'université parce que j'ai été... Mais vous avez du parti au pouvoir. Est-ce que vous je suis au parti au pouvoir. Je suis au parti au pouvoir. Je dis l'exercice du pouvoir est encadré par rapport au droit. Lorsque vous posez des actes de vandalisme, des actes de destruction, l'État qui a le monopole de la violence légitime est obligé de pouvoir vous expulser. En emprisonnant des gens? On a emprisonné des gens qui ont détruit des biens, des personnes. C'est un principe de droit. La loi dit quoi? Que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Et encore que là, l'État n'est même pas allé loin. Parce que, qu'est-ce que la loi dit également? Qu'il y a le principe de la responsabilité du fait d'autrui. On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Essayez un peu de voir cette main invisible-là qui instrumentalise ces jeunes-là, qui les empêche même d'apprendre. Moi, j'ai vu certains étudiants sont en 3e, en 4e année. Et ils sont les premiers à mener des manifestations pour détruire l'université parce que certains veulent empêcher les autres. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ou ce ne sont que des déclarations habituelles visant à nuire à l'opposition? Justement, en fait, vous avez tendance à toujours jeter le probe ou l'anathème sur l'étudiant, comme pour faire ce qu'on appelle une fuite en avant. Qui revendique légalement, légitimement. Vos actes qui fusent le ridicule, qui choquent l'opinion, qu'il soit national ou international. Non, monsieur, s'il vous plaît, il faut respecter le citoyen. Il faut respecter les institutions. Vous dites respecter les institutions, mais vous êtes les premiers, vous-même, à ne pas respecter les institutions. Lorsque vous levez les franchises universitaires, vous pensez que c'est normal? Non. Vous ne justifiez pas la levée des franchises universitaires. N'est-ce pas? L'étudiant, le milieu estudiantin est un milieu bien organisé. À sa tête, il y a une mutuelle avec des responsables élus. Qui a été récemment arrêté. Récemment arrêté. Par le pouvoir en place. Dans quelles conditions? Moi, je n'appellerais même pas ça des arrestations. Parce que des arrestations, mon ami en face semble avoir fait le droit à ses chères études. Mais il est bien placé de savoir ce qu'on appelle une arrestation, de savoir le temps que met une garde à vue, le temps... 48 heures. Bon, voilà. Et lorsque quelqu'un... Ils ont fait plus de 48 heures. Et lorsque quelqu'un, voilà, lorsque quelqu'un, sur la base d'aucune convocation, n'est-ce pas, on parle toujours de régularité. Régularité. Il faut être légal jusqu'au bout. Mais sur la base d'aucune convocation, c'est fait enlever en pleine voie. On peut parler de ça, on peut pas d'arrestation dans ce cas. C'est un enlèvement. Ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés. Le pouvoir enlevé de manière délibérée des responsables d'une institution représentant des milliers d'étudiants. C'est grossier. Une représentation qui, je rappelle, a été élue légitimement et légalement par la communauté. Et donc, aucun justificatif ne leur a été apporté pour leur signifier leur délit. Leur délit. Alors, donc,
il faut respecter le citoyen qui a ses droits. L'étudiant ne fait que revendiquer ses droits les plus absolus, les plus inaliénés. En fait, ce n'est pas négociable. Mais le droit, la Constitution le prévoit, le droit à l'éducation, le droit à un logement décent, le droit à la santé. Nous allons revenir là-dessus parce que, monsieur Marcel, ce que vous dites c'est très important. Juste le temps de vous rappeler que nous passons maintenant dans la troisième partie de notre émission qui sera consacrée au décryptage du discours du président Ali Bongo Ondimba, le discours du Nouvel An. Il a dit plein de choses, nous allons revenir là-dessus. Comme dans les années 90, une nouvelle conférence nationale serait-elle possible au Gabon? Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation gabonaise, a réaffirmé son ouverture au dialogue à condition que les institutions républicaines soient respectées. Je vous propose de révisiter cette partie du discours du président Ali Bongo. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, depuis son accession à l'indépendance, le Gabon, notre pays, s'est tissé à la face du monde comme un pays où règne la paix, la stabilité et l'unité. Mes prédécesseurs, d'abord le président Léomba, puis le président Omar Bongo Ondimba, ont honoré cette promesse d'une paix que la nation gabonaise veut perpétuelle. Depuis mon élection en août 2009, je ne m'en suis pas départi, témoignant ainsi d'une fidélité sans faille à cet idéal. Dans notre pays, le dialogue a toujours été privilégié pour surmonter nos divergences et résoudre nos problèmes. Cependant, depuis un certain temps, quelques compatriotes, relayés par quelques médias internationaux, veulent faire croire aujourd'hui, comme ils le faisaient déjà en 2012, que je serais fermé à toute idée de dialogue. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été, je suis et resterai un homme de dialogue et d'ouverture. Ceux qui me connaissent bien savent quelle part j'ai prise pour faciliter l'ouverture politique dans notre pays. Ceux qui me connaissent savent quelle a été ma contribution aux accords de Paris et aux différentes rencontres politiques organisées sous le président Omar Bongo Ondimba. Mais ceux qui me connaissent bien savent aussi que le président de la République ne peut dialoguer avec des personnes qui ne respectent ni les institutions de la République, ni ceux qui les incarnent. Le président de la République ne peut pas dialoguer avec des personnes qui violent délibérément les lois de la République, posent des actes de défiance à l'autorité de l'État, tout en mettant en péril la vie de nos concitoyens. Dans l'histoire de notre pays, le recours à la violence pour accéder au pouvoir est un chemin qui a été et qui restera toujours voué à l'échec pour ceux qui s'y aventurent. La rancœur, la haine, la vengeance, l'outrance ne peuvent constituer un projet économique et social pour nos populations. Pour dialoguer et agir efficacement, il importe de jeter à la rivière la haine, la vengeance, la violence. À entendre parler certains, à les voir agir, on est bien loin du compte. C'est un triste constat. Une grande voix venue d'Amérique, Eleanor Roosevelt, disait au siècle dernier que les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des gens. Les avancées obtenues dans le processus de démocratisation de notre pays ont toujours été le fruit des compromis politiques. Le dernier en date étant l'introduction de la biométrie dans l'élaboration du fichier électoral. Et c'est sur cette base qu'ont été organisées, sans contestation majeure, les élections locales de décembre 2013, et le renouvellement du Sénat intervenu il y a 2 semaines s'inscrit dans cette dynamique. Je réaffirme donc ma disponibilité, jamais démentie au dialogue, pour peu que les problèmes posés soient à la hauteur des enjeux, à savoir le débat d'idées au sujet de l'évolution économique, sociale, politique de notre pays dans la paix et la stabilité.
Nous venons ensemble de réécouter le discours du Nouvel An du chef d'État Ali Bongo Ondimba, le discours à la nation, un discours dans lequel il réaffirme son engagement au dialogue, son ouverture au dialogue. Là encore, est-ce que ce n'est pas utopique ou bien c'est juste une phase encore du pouvoir? Bien, d'abord... est-ce que vous y croyez, vous en tant que jeune de l'opposition? Je suis favorable au dialogue. Avec une personne je crois qui a violé l'article 10, selon ses détracteurs, la Constitution? Je crois au dialogue et je suis favorable au dialogue. Avec lui, mais Ali Bongo? Sans exclure, sans exclusif. C'est-à-dire, je m'attendais à un président de la République qui, face à une situation chaotique comme celle que nous vivons au Gabon aujourd'hui, qui prend les responsabilités, qui prend son courage et appelle les Gabonais à faire face à cette situation. Mais pour l'opposition, quel Gabonais? Sans distinction de partis, de religions, d'ethnie et tout le reste. Et voilà un président de la République, M. Ali Bongo qui plus est, qui vient faire un discours à la nation face à une crise sociale évidente et palpable au Gabon, crise sociale et politique évidente et palpable, disais-je, qui philosophe sur cet aspect de la chose, sur cette situation. Pour moi, c'est déplorable. Et qui n'apporte pas des pistes de solutions. Tout le monde peut se lever un matin et dire « je suis un homme de dialogue ». Même les plus grands dictateurs de ce monde, avant lui, pour ne pas le traiter de dictateur, monsieur le Président, on dit ça. On dit que je suis favorable au dialogue. Je crois que même Mobutu a eu à le dire un jour dans sa vie. Mais, dialogue, oui. Mais pourquoi exclure des citoyens? Parce que quand on est président de la République, madame, on est président pour tous les citoyens. Et non encore plus même que de pour personnes. ceux qui ne vous ont pas voté. Moi, je n'ai pas voté Ali Bongo en 2009, mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est lui qui tient les levées de la République, et donc légalement constitué, n'est-ce pas? Même qui ne joue pas de sa légitimité, mais il est là, il est légalement constitué, et donc je m'attends de lui qu'il fasse des choses en ma faveur, et j'ai le droit de lui demander des comptes pour la réalisation des projets pour le Gabon. La réalisation des projets pour le Gabon, on a un plan stratégique Gabon émergent à l'horizon 2025, un plan stratégique qui vante des mérites de ce que le Gabon pourrait être à l'horizon 2025, comme je le disais tantôt, mais en même temps, on a l'augmentation du chômage, on a des jeunes Gabonais qui souffrent, on a la faim qui augmente dans le pays, on a tout cela. Est-ce que là maintenant, vous allez encore dire que tout va bien dans le pays et que le président Ali Bongo Ondimba fait tout pour que ça marche? Où là, il y a un deux poids, deux mesures, un groupuscule de personnes qui est favorisé, tandis que d'autres, la partie même importante, donc la couche sociale qui devrait bénéficier de ces choses-là, est malheureusement pris à défaut? Le président Ali Bongo Ondimba, depuis son accession à la magistrature suprême, a mis un programme que vous avez qualifié tout à l'heure du plan stratégique Gabon émergent. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser le fruit de ce vaste chantier. Le concret. Ce qui est concret, vous pouvez vérifier par rapport aux voies de communication. Vous pouvez vérifier par rapport aux instruments sanitaires. Vous pouvez également vérifier par rapport aux emplois qui ont été créés. Mais vous pouvez vérifier en matière de logement ce qui a été fait. Vous allez en Gondé, vous allez voir des bâtisses qui ont été construites. Mais moi, je voudrais d'abord revenir, parce que tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport au discours du chef de l'État. Parce que lui, il a un peu épilogué là-dessus. Le chef de l'État a bien réaffirmé sa position d'homme de dialogue. Et il a bien dit qu'il a été un acteur majeur dans l'avènement de la démocratie. Et pour ceux qui ont été pendant cette période, ils savent que ce n'est pas du mensonge, que ce qu'il dit est totalement vrai. Et nous qui sommes dans cette période, qu'est-ce qu'on doit savoir? Nous qui sommes dans cette période-là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a certains membres de l'opposition, de l'Union nationale, qui se sont caractérisés par des atteintes graves à la sûreté de l'État. Et là, je vais vous renvoyer dans le code pénal, dans l'article 58 et l'article 159. Lorsque vous êtes un citoyen et que vous dénigrez les institutions de votre pays, est-ce que ce type de personnes, on peut dialoguer avec ces personnes? Non. Le dialogue doit reposer sur des citoyens qui sont responsables.
Responsable. Responsable. Et le chef de l'État l'a dit, qu'il reste ouvert au dialogue, mais il faut que ces citoyens-là se débarrassent de leur climat de haine, de vengeance, et certains veulent faire du clientélisme politique. Vous savez, à travers le compromis. C'est une ère nouvelle. Vous savez, les choses ont changé. Il faut que les gens comprennent qu'à l'heure actuelle, il ne s'agit plus de faire la politique politicienne. Lorsqu'on est président de la République, il s'agit de travailler pour le développement. Lorsqu'on est président de la République, on est doté de certaines capacités. N'est-ce pas? On doit être doté de certaines capacités. Qu'il n'a pas. Extra spirituelles et métaphysiques. Monsieur le président de la République, monsieur Ali Bongo devait prendre de la hauteur. Aurait dû prendre de la hauteur et se dire, je suis le président de tous les Gabonais. Discuter avec des on parle de courage. Des gens qui appellent à la violence. Moi, je dis, le président Ali Bongo a manqué de courage en ne se mettant pas dans la posture d'un chef d'État qui dit, mon pays va mal, d'accord, je reconnais. D'abord reconnaître, parce que ce qui se passe, c'est que vous ne reconnaissez même pas la crise qui existe, la crise évidente. Tout va bien pour eux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faut déjà d'abord reconnaître que la crise existe. À partir de ce moment-là, vous prenez des bonnes décisions et la bonne démarche qu'il faut pour résoudre la crise. Je vous en prie, moi je ne vois pas personnellement la crise. Moi j'avais attendu, j'aurais souhaité que le président de la République prenne ses responsabilités, soit un homme de courage qui dise la crise est là, je vous ai écouté, les Gabonais, d'accord, ça aurait dû mettre, comme disent les enfants au quartier, tous ceux dont vous accusez de vouloir faire l'instruction au Balango. Hein? Mais comment Ali Bongo Ondimba pourrait le faire lorsqu'on sait déjà qu'il est critiqué par ses détracteurs, qu'il a violé, si vous permettez, il a violé l'article 10 de la Constitution, donc déjà il n'est pas légalement ni légitimement reconnu. Comment il pourrait négocier? Lui qui dit en face, on a suivi son discours, il dit qu'il est ouvert au dialogue avec des personnes qui respectent les institutions. Je rappelle des institutions qui sont représentées par les membres qui appartiennent à son parti au pouvoir. Donc ça dessert déjà au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Constitution. Allez-y. Tout se discute dans ce monde, madame. Tout se discute. Monsieur Ali Bongo, il faut le reconnaître, il est président de la République. Vous le reconnaissez? Légalement constitué. C'est lui qui oppose actuellement. Vous comprenez? Par défaut? Non, le dialogue a été demandé par l'ONU, n'est-ce pas? En premier lieu. L'ONU peut mettre des mécanismes, n'est-ce pas, qui puissent permettre qu'il y ait un meilleur dialogue. C'est-à-dire, il arrive un moment, nous sommes des humains, que chacun mette un peu de l'eau dans son vin, n'est-ce pas, pour aller... Parce que nous discutons quoi? C'est un pays. Notre pays, nous discutons... Il a la parole. Nous discutons des problèmes de notre pays. C'est notre pays qu'on veut sauver. Ce ne sont pas des individualités qu'on veut sauver. Comme on le voit actuellement avec le système Ali Bongo Ondimba, qui récompense un corpuscule. Taisez vos différends et tout ça, machin, viennent discuter, mais qui ne disent pas j'exclus tel parce que tel fait ci. Bon, d'accord, les autres aussi vont se mettre dans une posture en disant, bon, comme tu nous exclus, ben nous aussi on te demande de justifier ton acte de naissance. Okay. C'est aussi simple que ça. Justifier son acte de naissance, cette question revient, elle est quand même au centre de l'actualité. Et il faut dire qu'elle éclabousse énormément le parti au pouvoir, cette question de l'acte de naissance du président Ali Bongo Ondimba. Mais nous n'en sommes pas là. Je voudrais revenir justement sur son discours. Finalement, vous êtes pour ou contre une nouvelle conférence nationale au Gabon? Moi, je vous dis très sincèrement qu'il n'y aura pas de conférence nationale au Gabon, une seconde fois. Expliquez-vous. Les conférences nationales ont été obtenues par le mouvement de vent de l'Ouest. C'est un mouvement qui a entraîné un certain nombre de dictatures. Nous sommes quittés du monopartisme à cette époque-là pour arriver dans un système de pluralité. Et depuis 1990, nous avons adopté une nouvelle constitution. Et c'est avec cette nouvelle constitution-là que nous évoluons. La conférence nationale, pour quelles raisons? Quels sont les buts, quels sont les objectifs poursuivis par soit cette conférence nationale que d'aucuns pensent de souveraine? Les acteurs actuels qui sont dans l'opposition, soit dit l'opposition modérée ou bien que sais-je, ces acteurs-là ont bel et bien fait partie des membres
qui était co-organisateur de ces conférences nationales. Mais on dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Ils ont peut-être changé et ils sont maintenant du côté de l'opposition. Vous savez, et ils veulent le meilleur pour la population. Vous savez, je voudrais vous dire que ces gens-là n'ont pas changé. Vous le Ils pensez? ne changeront pas du tout parce qu'ils veulent instrumentaliser le pouvoir, ils veulent instrumentaliser la population. Vous avez vu? Donc le pouvoir, vous avez vu, s'il vous plaît, vous avez vu ce qu'il a dit? Très rapidement. Oui. Lui, il a dit quoi? L'ONU devait venir négocier. Ouais. Négocier sur quoi? Non, j'ai pas dit ça comme ça. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit, M. Marcel? Allez-y. L'ONU a été le premier appelé à un dialogue suite aux événements du 20 décembre. Ouais. Et l'ONU appelle au dialogue pour quelle raison? L'ONU est à même de mettre les mécanismes de l'organisation. Vous connaissez le principe de l'autodétermination, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, le principe de la souveraineté internationale. Vous l'avez appris? L'ONU est un partenaire. Le Gabon est un pays indépendant. D'accord. C'est un pays indépendant, le Gabon. Il est hors de question que nous puissions avoir des injonctions de puissances extérieures. Donc moi, je vais même jusqu'à dire que certaines puissances extérieures veulent mener des actes de déstabilisation de notre pays. Ce n'est pas une injonction. Ces puissances extérieures... Ce ne sont que des déclarations. Non, ce ne sont pas des déclarations. Nous sommes capables de le prouver. Tout à l'heure, vous avez voulu évoquer le problème de l'acte de naissance. Ce ne sont pas des... Nous savons comment ce problème-là a été jeté sur la place publique. Et nous voulons également rappeler à l'opinion que le Gabon ne sera pas déstabilisé parce que c'est un havre de paix. C'est ce que nous avons de plus cher. Le Gabon est un modèle de démocratie et nous avons toujours opté pour une démocratie. Ce n'est pas ce que pense M. Marcel. Ce n'est pas ce qu'il pense. Le Gabon n'est pas... Madame Dina, nous vous écoutons. Personne n'a intérêt à ce que notre pays soit déstabilisé. Oui. Alors là, vraiment personne. Encore moins moi. Vous appelez à l'insurrection, parce que on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça termine. Et l'opposition n'a jamais, je pèse mes mots, appelé à l'insurrection. C'est lorsqu'arrive, comment est-ce que l'opposition se radicalise? J'ai pris l'exemple tout à l'heure des animaux, qui parce qu'ils ne raisonnent pas, c'est pour qu'ils se battent. Le pouvoir amène les citoyens, tous les jours en violant leurs droits, leurs droits fondamentaux, les amène à une situation de ras-le-bol, de désespération. Et c'est ce ras-le-bol qui a été prouvé le 20 décembre. Et lorsqu'on est dans une situation de ras-le-bol, on manifeste. Et on a manifesté durement. Ça là, on n'a pas besoin que l'opposition appelle à un mot d'ordre quelconque. C'est des citoyens. C'est pourquoi je demande toujours de respecter les citoyens. Parce que ceux qui ont été à la manifestation du 20 décembre ne sont pas seulement des membres d'un parti politique. C'est aussi des citoyens qui sont lésés par le pouvoir dans leurs droits, qui veulent manifester leur colère. Ce n'est pas de l'insurrection. Mais d'abord, une insurrection, il faut bien qu'elle soit populaire. C'est une population qui mène une insurrection. Et lorsque il y a une insurrection, il faut bien que le pouvoir s'en rende compte. Et puis, madame, il parlait de conférence nationale, qu'on ne peut pas organiser une autre conférence nationale. Profitez déjà pour conclure. Laissez-moi vous dire que en 90, nous n'avons pas eu de conférence nationale. Nous avons eu un arrangement de copinage entre copains. Je rappelle que ce sont les mêmes qui sont au parti qui sont à l'opposition. Oui, un arrangement de conférence nationale. Bon, nous avons eu un semblant, n'est-ce pas, comme ça, de démocratisation du pays. Parce que nous avons aboli le parti unique, n'est-ce pas, pour avoir le multipartisme. Un acquis. La constitution de 90, elle a été vidée de sa substance, de tout son sens démocratique. Par qui? Par le pouvoir en place, par le régime qui veut à tout prix s'imposer par tous les moyens au pouvoir, en changeant des articles. La dernière en date, c'est celle de 2011, où maintenant, on est quitté je rappelle que ce sera votre conclusion. Eh bien ouais, on est arrivé à un pouvoir, un chef d'État qui a tous les pouvoirs, qui ne laisse rien, qui ne veut rien laisser. Qui s'accapare du pays. Et effectivement, et nous sommes dans une situation de dictature. De dictature. Donc, en fait, le Gabon, pour vous, n'est pas un état de droit. Nous vous écoutons pour conclure très rapidement, parce que nous pourrons à la fin de cette émission. Je voudrais dire et réaffirmer avec toute la force de mon intime conviction. Et de votre parti politique. Et de notre parti politique et de l'ensemble de la jeunesse du Parti démocratique gabonais, que le Gabon est un état de droit. Le Gabon, c'est un état de droit parce qu'il y a le principe de la séparation de pouvoir. Une séparation qui n'est pas rigide,
Parce que la séparation de pouvoir fait que le pouvoir judiciaire, il jouit de son indépendance. Vous allez trouver les chambres. Vous avez le tribunal de première instance, vous avez le cour d'appel, vous avez le cour de cassation. Vous avez le cours constitutionnel qui veille sur la régularité de la norme constitutionnelle par rapport à la Constitution. Du point de vue de la forme, mais concrètement sur le terrain. Concrètement sur le terrain, cela se matérialise. Comment? Je vous dis, cela se matérialise déjà. Vous avez au niveau de la Cour de compte des contrôles de finances publiques qui se font pour ajuster la régularité des comptes publics. Le problème du Gabon, c'est que vous avez affaire à des jeunes qui refusent de s'instruire, qui refusent d'apprendre et qui viennent énoncer des théories parce qu'ils sont instrumentalisés. Vous continuez à insulter les Gabonais. Je voudrais, pour conclure, appeler la jeunesse, la jeunesse gabonaise, parce que ça fait 24 ans d'apprentissage démocratique. En 24 ans, ces jeunes-là, on peut mourir. Et qui souffrent toujours, qui ont faim, qui vivent dans la misère, dans le chômage. Allez-y. Le chômage est un phénomène mondial. Et là, je voudrais également dire, par rapport aux provisions, vous suivez bien l'évolution du cours du baril de pétrole. Vous savez très bien que le baril de pétrole est pratiquement en décroissance. Bien sûr. Or, le budget de l'État est constitué de quoi? Des charges et des ressources. C'est pourquoi le chef de l'État, Ali Bongo, lorsqu'il est arrivé, par rapport à sa vision, vous ne cessez pas de vanter. Par rapport à sa vision, il a mis en place un mécanisme de transformation des ressources. Là, je voudrais également mettre au compte d'Ali. S'il vous plaît, je vais conclure. Vous ne cessez pas de vanter un chiffre de croissance qui avoisine les 2 chiffres. Je vais conclure. Vous ne cessez pas de vanter, malgré la baisse du coût du pétrole, vous ne cessez pas de vanter un coût. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange? Merci. Le Gabon est un pays de rente. Messieurs, le Gabon est un pays de rente. Aujourd'hui, par le chef de l'État, le Gabon est en train de se moderniser pour transformer notre matière. Répondez-moi, vous êtes au pouvoir, le Gabon est-il en faillite? Je rappelle, monsieur, le Gabon ne sera jamais en faillite. Merci, messieurs, merci. Pourquoi la pauvreté? Merci, messieurs. La pauvreté le Gabon est un état de conscience individuelle. Merci, monsieur La pauvreté est un état de conscience individuelle. Merci, monsieur Thierry Essa. Merci, monsieur Marcel C'est nous qui vous remercions. C'est la fin de votre émission 7 à 3. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook 7 à 3. Si vous nous rejoignez que maintenant, sachez que nous sommes à la fin de votre émission, cette plateforme du débat contradictoire sur le thème « Le Gabon est-il un état de droit ?» Je rappelle que nous avions à notre gauche, sinon à ma gauche, monsieur Essam Thierry, et à ma droite, monsieur Marcel Diko Moussavou, les deux représentants, lui, du parti au pouvoir, représentant de l'opposition radicale. C'est la fin de l'émission, comme je le disais, et vous pouvez resuivre cette émission sur le site internet de la chaîne panafricaine, votre chaîne panafricaine, www.canal7.com. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci.